Du coup, bonjour, docteur Demey. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve aujourd'hui pour échanger sur le ménisque, qui est une structure régulièrement affectée dans le sport comme dans la population générale. Avant, c'est vrai qu'on était beaucoup pour retirer les ménisques, mais maintenant, on pratique de plus en plus d'interventions chirurgicales pour, au final, le conserver. Et là, on va discuter, échanger un petit peu sur l'anatomie du ménisque, sur la rééducation qu'on peut avoir, les interventions chirurgicales surtout. Et avant de commencer avec ma première question, je vais du coup vous laisser vous présenter et vous et votre activité. Oui, merci Nathan et merci Antoine pour cette interview. Donc, je suis le docteur Guillaume Demey, j'exerce à Lyon Orthoclinique, donc c'est à la clinique de la Sauvegarde. C'est une structure libérale sur Lyon. Je suis chirurgien du genou exclusivement. Une grosse partie de mon activité, c'est la chirurgie du sport, chirurgie méniscale, chirurgie ligamentaire et une partie arthrose. Ok, super. Et donc, je commence sans plus attendre avec la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les principales fonctions du ménisque et en quoi physiologiquement une atteinte structurelle peut-elle entraîner une perte de fonctionnalité du genou, que ce soit avec de la douleur ou une sensation de genou qui lâche, tout ça? Alors, les ménisques ont effectivement une part importante dans la biomécanique du genou qui a été peut-être négligée il y a de nombreuses années. C'est, comme tu le disais, les chirurgiens avant, parfois, enfin souvent, n'hésitaient pas à enlever les ménisques. Et là, on se rend compte de plus en plus de l'importance de ces ménisques déjà depuis de nombreuses années. Le ménisque, il a d'abord une importance pour l'articulation en termes de lubrification et de proprioception. Donc, on va dire pour un sportif, c'est très important d'avoir ces ménisques. Pour un coureur, si on enlève le ménisque à quelqu'un qui court, eh bien, il va le sentir immédiatement au courant qu'il n'y a plus cette proprioception et donc le ressenti va être déjà très différent. C'est également, ce sont des amortisseurs, que ce soit le ménisque interne ou le ménisque externe, ils ont une partie importante dans cet amorti et ils vont répartir surtout les contraintes dans l'articulation puisque les condyles, condyle interne et condyle externe, sont convexes et les plateaux tibiaux sont plats. Et même le plateau tibial externe est très convexe. C'est pour ça je pense qu'on en reparlera, il y a plus de risque d'arthrose du côté latéral. Donc, ils vont répartir toutes ces contraintes du condyle sur le plateau tibial, sur l'ensemble de la surface du ménisque. Donc ça, c'est une répartition qui est vraiment très importante. Les ménisques ont également une fonction de cale. En médial, on va dire que la cale va stabiliser le genou de manière antéro-postérieure. Et en latéral, le ménisque latéral a également une fonction de cale, mais va plutôt agir dans la rotation. Et donc, voilà, ils ont une fonction importante dans la stabilité antéro-postérieure du genou et rotatoire. Et c'est pour ça qu'ils agissent avec le ligament croisé antérieur conjointement. Donc, on peut vraiment parler de complexe ménisco-ligamentaire. Lorsque le ligament va être touché, les ménisques vont avoir plus de contraintes et risquent de s'abîmer secondairement. Et inversement, lorsque les ménisques sont atteints, eh bien, le ligament croisé antérieur a plus de contraintes. On le voit bien chez des patients qui n'ont plus de ménisque externe, eh bien, on va retrouver des ressauts rotatoires beaucoup plus importants lorsqu'on les opère du ligament croisé également que si le ménisque externe est présent. Et donc, tout ça va entraîner un petit peu les symptômes de la lésion méniscale. C'est tout d'abord la douleur, puisqu'il y a des mouvements importants au niveau de l'articulation. Et donc, ça va créer des mouvements au niveau des fissures méniscales et ça va créer une inflammation avec des réactions d'inflammation de la capsule, surtout puisque le ménisque finalement est peu innervé. C'est vraiment tout ce qui va entourer le ménisque qui va provoquer de la douleur. Donc, une inflammation de la capsule. Cette inflammation va déclencher une nid d'arthrose, des épanchements articulaires, souvent lors de traumatismes répétés ou alors lorsqu'on va augmenter un petit peu la charge sur le ménisque, eh bien, les épanchements vont revenir, donc ça va provoquer des idarthroses et donc des kystes poplités. Le kyste poplité, c'est un petit peu un symptôme d'un problème articulaire et cet épanchement va venir remplir le kyste poplité. On a également des phénomènes d'instabilité, puisque la lésion méniscale, lorsqu'elle va bouger, va créer une instabilité ressentie par le patient, mais on a également des instabilités vraies
avec des problèmes mécaniques, comme les languettes méniscales ou les anses de saut qui vont venir se bloquer dans l'articulation. Et enfin, on peut dire qu'il y a également une perte de mobilité articulaire qui est à la fois liée par la douleur, mais également par le conflit mécanique méniscal. Ok. Ok, très intéressant. Et je voulais savoir quels sont les facteurs qui vont déterminer si une opération du ménisque est nécessaire ou non, donc conservateur ou chirurgical. Est-ce que c'est par exemple la douleur, comme vous disiez, une trop grande instabilité, etc. Quels vont être ces facteurs? Alors, c'est sûr que auparavant, on était sûrement trop interventionniste. Enfin, je parle les chirurgiens à l'époque étaient trop interventionnistes sur les ménisques. Oui. La résection était trop facilement réalisée, trop largement réalisée également en quantité, et donc on a vu que les risques d'arthrose étaient importants. Et depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de sociétés comme l'ASFA, l'ASK, eh bien, le mot d'ordre, c'est un petit peu de sauver le ménisque, hein, donc save the meniscus. Donc la chirurgie va être beaucoup moins fréquemment réalisée, en tout cas en termes de ménisectomie. On va beaucoup moins souvent enlever le ménisque ou une partie. Si on évoque d'abord la ménisectomie, on va dire qu'on va traiter seulement les lésions qui médicalement n'ont pas pu être traitées, hein, avec exercice de rééducation, rodage articulaire, infiltration, anti-inflammatoire, prise d'anti-inflammatoire péros, et surtout voilà, un traitement médical inefficace. Après une durée d'évolution, en général de plusieurs mois. Ça, c'est quelque chose qui est bien admis. Il faut jamais opérer un ménisque qui n'est pas en blocage si la douleur est présente depuis 3 semaines. La plupart des ménisques vont être non douloureux après 6 semaines minimum. Et on parle souvent en mois, hein. Un ménisque, une lésion méniscale, on ne va pas donc l'opérer avant plusieurs mois d'évolution, en général. Bien sûr, s'il y a des phénomènes mécaniques, hein, blocage méniscal, sensation de ressaut, là, la situation est différente. Ça veut dire qu'il y a vraiment un conflit mécanique. Et ça peut être une indication chirurgicale plus rapide. Et donc, les critères de chirurgie, c'est donc la durée d'évolution de la douleur, la présence de phénomènes mécaniques ou pas, hein, donc le blocage notamment, et également le type de lésion. Est-ce que la lésion est stable ou instable? Et ça, il y a des critères sur l'IRM, hein, notamment, et l'arthroscanner, qui est un examen aussi souvent réalisé pour les ménisques. On va dire qu'une lésion stable, c'est plutôt une lésion horizontale, sans languette. Ce sont des lésions considérées comme stables, qui vont être stables dans le temps et qui vont procurer rarement des phénomènes de blocage. Donc ces lésions-là, on va plutôt ne pas les opérer. Et toutes les lésions radiaires, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe du ménisque, et sont des lésions verticales, elles vont être très instables et vont avoir tendance à s'aggraver. Donc il y a un potentiel d'aggravation, et ce sont des lésions là qu'on va pouvoir traiter avant qu'elles s'aggravent, soit en les réparant, soit en enlevant la lésion et en stoppant son évolution. Et voilà, le critère final, finalement, c'est est-ce que la lésion est réparable? Et donc, on va aller vers une chirurgie plus souvent si la lésion elle est réparable, ce qui va nous permettre de conserver la totalité du ménisque. Donc, la notion de réparabilité est très importante, et la stabilité de la lésion également. D'accord, ok. Eh ben, je vais directement rebondir du coup sur ces notions de réparabilité et de ménisectomie aussi. Donc, en quoi consistent les interventions chirurgicales justement qu'on va réaliser lorsque on se dit, OK, là, on peut faire le traitement chirurgical. Donc, voilà, est-ce qu'il y en a différentes, de sutures, des scapholes, tout ça? Déjà, pour reparler de la ménisectomie, vous avez compris, c'est plutôt en dernier recours lorsqu'on n'a pas d'autre solution et lorsque la situation se présente mal pour faire une réparation et qu'il y a des phénomènes de blocage. La ménisectomie reste une solution pour traiter le problème. Donc, il ne faut pas non plus jeter la pierre sur cette chirurgie qui peut être très utile en cas de languette, d'anse de saut vieillie non réparable. La ménisectomie garde une part dans le traitement. Mais voilà, il va falloir dépister un petit peu toutes les situations où on va pouvoir réparer ces lésions méniscales. Et après, en termes de technique, on a plusieurs solutions. Déjà, la suture, hein, la réparation méniscale. Alors, vous verrez sûrement souvent dans les comptes rendus opératoires des techniques de suture dites tout en dedans,
qu'on appelle aussi All Inside. C'est ce qui est le plus fréquemment utilisé pour les cornes postérieures des ménisques, puisque c'est un accès plus complexe, hein, et à l'arrière du genou, il y a des structures anatomiques comme les vaisseaux qu'il ne faut pas léser. Donc la suture tout en dedans a vraiment sa place dans ces lésions postérieures. Donc en fait, on va utiliser des implants avec une aiguille qui vont venir perforer le ménisque et la capsule et venir mettre un petit implant, souvent en pic, hein, en polyéthylène, en plastique, et relié à un fil avec un nœud déjà préparé par le fabricant. Et donc ensuite, on pousse le nœud et on peut réparer comme ça la lésion. Ça, c'est le plus fréquemment réalisé, mais ce ne sont pas des sutures parfaites non plus, hein. Il y a plein d'indications où il faut choisir un autre type de suture. Il y a des sutures de dehors en dedans, ça s'appelle des sutures outside in. Donc ça, on va l'utiliser surtout pour les cornes antérieures et la partie antérieure du segment moyen des deux ménisques, puisque ce n'est pas accessible avec une technique tout en dedans, puisque l'orientation du ménisque fait qu'on ne peut pas réaliser cette suture tout en dedans dans cette zone-là. Il y a également, donc ça c'est plutôt avec des fils résorbables, et ça on peut en reparler après, mais ça c'est un point important, je pense personnellement dans la chirurgie méniscale, c'est qu'il faut s'orienter vers des systèmes de plus en plus résorbables, puisque les sutures tout en dedans sont souvent non résorbables et peuvent créer des lésions secondaires ensuite sur les fils restants dans le ménisque. Donc ça, c'est une partie importante. Il y a également des sutures de dedans en dehors. Alors ça, c'est plus rare à utiliser, mais on va les utiliser dans les greffes méniscales et dans les lésions vraiment étendues. Et il y a une part importante pour ça. Il y a les sutures également transosseuses, notamment pour les réinsertions des racines méniscales. Donc ça veut dire qu'on va passer des fils dans la partie de la racine du ménisque abîmé, qui s'est désinséré. On va réaliser un tunnel osseux au niveau du tibia qui va arriver au niveau de l'insertion de cette racine, et on va récupérer les fils par ce tunnel et on va venir les fixer au niveau du tibia plus distalement. Il y a également les lésions ménisco-synoviales, donc entre la capsule et le ménisque, qui là nécessitent aussi des techniques particulières qui sont de dehors en dedans en utilisant des crochets et des fils résorbables plutôt. Donc voilà, il y a plein de techniques de réparation possibles. Ça dépend vraiment du type de lésion, mais à l'heure actuelle, on peut réparer dans toutes les zones du ménisque les lésions. Ensuite, lorsque la lésion n'est pas réparable, eh bien, on peut effectivement se poser la question de remplacer la partie méniscale qui est défectueuse. Eh bien, lorsqu'il y a des pertes segmentaires du ménisque, avec un mur méniscal conservé et une partie antérieure et une partie postérieure conservée également, donc vraiment un segment de ménisque absent, on peut discuter dans certains cas, ça reste des indications rares, des implants de type collagène, donc des ménisques artificiels, hein, sont des petits implants qu'on va découper à la forme du segment manquant, et on va pouvoir les suturer sur le ménisque. Alors, il y a peu de cas publiés, hein, mais je les ai utilisés parfois, et dans la littérature, il y a peu d'études là-dessus. Ça peut être une solution vraiment pour les pertes segmentaires importantes chez des patients jeunes, puisqu'on n'a pas d'autres solutions finalement pour ces lésions-là. Et lorsqu'il n'y a plus du tout de ménisque, hein, c'est-à-dire que le mur méniscal, c'est la partie périphérique qui s'insère sur la capsule, et lorsqu'il n'y a plus les racines, c'est là qu'on peut discuter également chez les patients jeunes, dans les bonnes indications, des allogreffes méniscales qui vont plutôt concerner le ménisque externe, mais qui peuvent aussi concerner le ménisque interne. Et donc, on va remplacer l'ensemble du ménisque avec un ménisque d'un patient, d'un patient qui a été prélevé, un patient décédé. Hein. Le ménisque est prélevé avec ses attaches, c'est congelé, traité, et ensuite on peut l'utiliser pour greffer le patient au niveau de son ménisque. Ça reste aussi des indications très rares. Il faut bien sûr être très prudent lorsqu'il y a des lésions cartilagineuses. Dès qu'il y a des signes d'arthrose, c'est souvent une indication qui est dépassée. Hein, c'est plus vraiment une bonne indication. Voilà, donc c'est au cas par cas, et il y a peu de services en France qui réalisent des allogreffes méniscales, mais c'est effectivement une solution lorsqu'on n'a plus du tout de ménisque et que le patient est douloureux, jeune, sans arthrose. D'accord, ok, très intéressant.
Juste dernière chose, mais je pense peut-être qu'on en reparlera après. Il y a aussi parfois nécessité de faire des gestes osseux plus importants associés au ménisque, notamment dans les déformations en varus important ou en valgus important. D'accord. Mais ça, je pense qu'on peut en reparler après. Par rapport à la morphostatique directement du patient, vous voulez dire? Oui, lorsqu'il y a des lésions cartilagineuses importantes, un ménisque absent, bien, il faut réaxer le genou. D'accord. Il faut le discuter. Donc, ça vient s'associer. Et deuxième chose aussi, je pense qu'on peut en parler après aussi, c'est le ligament croisé antérieur, bien sûr. Très important de le réparer si le genou est laxe. Hein, donc, la réparation du ménisque, elle est faisable et ça va marcher plutôt bien lorsque le ligament croisé est intact ou lorsqu'il a été reconstruit. C'est fortement déconseillé de reconstruire des ménisques, de les suturer si le ligament croisé est absent. Ça ne marchera pas. D'accord, ok. Et concernant du coup les lésions en anse de saut, on entend souvent parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que sont leurs caractéristiques et les problématiques que ce genre de lésions vont engendrer plus particulièrement? L'anse de saut, c'est un terme qu'on voit souvent un petit peu partout. Donc, c'est en fait une lésion donc méniscale qui souvent va partir de l'arrière du ménisque. Hein, c'est une lésion verticale et qui va progresser dans le sens longitudinal, donc dans l'axe du ménisque, jusqu'à la corne antérieure. Donc, ça part de la corne postérieure jusqu'à la corne antérieure. Et donc, le fragment, le bord libre du ménisque est seulement attaché au niveau de la racine antérieure et de la racine postérieure. Il va pouvoir venir se luxer. Il va être très instable. Il va pouvoir venir se luxer au centre du genou. Et donc, ça va décrire une anse qui est appelée bucket handle par les anglo-saxons, donc anse de saut, avec cette forme d'anse, de l'anse du saut, qui va pouvoir bouger comme ça, hein, se remettre et se luxer. Et ça, ce sont des lésions donc finalement assez fréquentes qui peuvent arriver soit lors d'un traumatisme sportif, souvent associé aussi avec un ligament croisé antérieur, mais ça peut arriver bien sûr avec un ligament croisé antérieur intact. Et c'est aussi une lésion qui est souvent va arriver lorsque le patient est accroupi et se relève d'une position accroupie, puisqu'il va créer une lésion qui va se progresser vers l'avant. Et donc, ça, c'est aussi un mécanisme fréquent et le patient arrive en blocage. Donc, ça, c'est la caractéristique clinique, c'est que le genou va être en blocage à peu près à 20 degrés de flexion. On a un blocage qu'on appelle élastique, un flexum élastique. On sent qu'on peut étendre un petit peu le genou, mais il y a une certaine élasticité. C'est douloureux pour le patient. Et il va avoir une douleur antérieure, plutôt un point douloureux antérieur, puisque c'est à ce niveau-là que l'anse de saut va tirer sur le ménisque. Donc ça, c'est assez caractéristique. Donc si vous avez un patient en flexum avec un point douloureux méniscal antérieur, il faut éviter de forcer en extension. Vous n'arriverez pas vraiment à réduire l'anse de saut et ça va plutôt même la compléter, déchirer plus le ménisque. Donc dès qu'un patient se présente comme ça, globalement, il faut l'envoyer faire une IRM pour vérifier le diagnostic. Alors les caractéristiques de ces lésions, il y en a plusieurs. Donc c'est une lésion très instable puisqu'elle est verticale et très longue. C'est une grande lésion, elle concerne quasiment la totalité du ménisque dans sa longueur. Elle peut être plus ou moins périphérique, hein, ça peut toucher le bord libre, c'est-à-dire une petite partie du ménisque, ou être vraiment périphérique et avoir dans les désinsertions ménisco-synoviales. Et dans ces cas-là, on va avoir l'ensemble du ménisque luxé. Donc ça, c'est très important. Ça peut faire, si on enlève cette lésion dans ces cas-là, si on a des pertes méniscales vraiment majeures. Et donc ça, c'est une caractéristique, c'est que la perte de substance méniscale dans ces cas-là est vraiment importante. Ça crée un blocage et on a souvent aussi des lésions qu'on appelle vieillies, c'est-à-dire que la lésion traîne depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et elle a progressé au fur et à mesure du temps. Et donc, l'anse de saut se présente sous forme d'un ménisque tout détendu, qui n'est pas réductible, qui est vieilli. Il y a même souvent des infiltrations graisseuses à l'intérieur du ménisque. Et donc, sont des lésions voilà, qui seront difficiles à réparer dans ces cas-là. Alors, les critères donc de réparation de ces lésions, ça reste assez limité, puisque vous avez compris que c'était une lésion très instable, donc il faut pouvoir la réduire et avoir une lésion qui est stable spontanément pour pouvoir la réparer.
Il faut aussi que cette lésion soit non vieillie, c'est-à-dire une lésion récente. Si on a un ménisque tout dégénératif, on ne va pas pouvoir suturer ces anses de saut. Et lorsqu'il y a un ligament croisé antérieur atteint, il faut également, bien sûr, le traiter dans le même temps, puisqu'on voit souvent ces lésions dans le cadre de rupture du ligament croisé antérieur. Voilà. Et il faut plus souvent, c'est plus facile de réparer quand même les anses de saut latérales, du ménisque latéral, puisque ce sont souvent des désinsertions ménisco-synoviales et elles sont plus faciles à réparer et vont cicatriser plus souvent. Voilà. D'accord. Okay. Généralement, c'est des sutures du coup pour l'anse de saut. Alors, donc il y a deux cas différents. Hein. Il y a, on va dire schématiquement, l'anse de saut du ménisque interne sur un patient qui a un genou avec un ligament croisé antérieur sain. Cette lésion-là, elle est rarement suturable, puisqu'elle va être souvent en zone blanche, hein, donc la zone du ménisque qui cicatrise peu. Elle va être souvent vieillie et souvent, on va être un peu contraint de l'enlever. On va dire en pratique, il y a à peu près 10% de ces lésions-là qu'on peut suturer. Le ménisque externe, c'est une lésion souvent plus facile à suturer. Elle est souvent plus importante, donc plus proche de la capsule, en zone vascularisée. Et on sait en plus que le ménisque externe est très important pour éviter l'arthrose, donc on va pousser un petit peu les indications de suture. Et elles sont plus souvent associées à une rupture du ligament croisé antérieur. Donc le risque les chances de succès sont plus importantes dans ces cas-là. On a des meilleurs taux de cicatrisation lorsque le croisé antérieur est atteint aussi. Il y a différents facteurs qui expliquent ça, mais en tout cas, c'est bien retrouvé dans la littérature. Techniquement, on va réaliser des sutures d'arrière en avant, souvent des sutures verticales, donc on va mettre plusieurs points, espacés de 5 à 10 mm, ce qui fait qu'on a souvent 5 ou 6 sutures sur ce type de lésion. Hein. Donc, c'est des lésions assez difficiles à suturer. Il faut aviver la lésion et obtenir un ménisque stable en péropératoire pour que ça puisse fonctionner. Et la difficulté aussi, c'est qu'il faut faire cicatriser une lésion sur plusieurs centimètres. Hein, on ne sait pas une petite lésion localisée, c'est vraiment des lésions sur 2-3 centimètres qu'il faut faire cicatriser. Et on a un taux de cicatrisation partielle qui reste assez important, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones où le ménisque ne va peut-être pas tout à fait bien cicatriser. Et donc ça, c'est une porte d'entrée pour une nouvelle lésion un petit peu à distance. Hein. Les patients qui ont des sutures d'anse de saut peuvent avoir des nouvelles lésions à distance, parfois même plusieurs années après, sur un ménisque finalement qui reste un petit peu fragile. Ok, d'accord. Et sans entrer dans les détails, mais globalement, une lésion qui va être une lésion en anse de saut, du coup, qui va avoir une suture, en rééducation après, ça va être une prise en charge différente d'une suture classique, où il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut faire attention, juste globalement. Oui, ça va être différent puisque, comme on l'a dit, c'est une lésion très instable. Donc, même réparée, elle garde un potentiel d'instabilité. Après, il faut se fier bien sûr au compte-rendu du chirurgien. C'est le chirurgien qui est le plus à même à déterminer si la suture a été stable ou pas. Mais la plupart du temps, on va dire de manière globale, on va enlever l'appui en post-opératoire pour ces lésions très instables puisque le poids du corps va avoir tendance à expulser l'anse de saut de nouveau et on va limiter la flexion classiquement en général à 90-100 degrés au début pour éviter justement cet effet d'expulsion du ménisque. Ok, ça marche. Et bah donc là, je vais revenir sur le point qu'on évoquait précédemment. Là, on va parler un petit peu plus de la morphologie statique, en fait, donc du genou, bien sûr. Est-ce que ça va exercer, du coup, une influence sur le ménisque après suture, ou alors est-ce que, par exemple, un varus, ça peut augmenter les facteurs de risque d'avoir une lésion méniscale? Voilà, quelles sont les forces exercées, justement, par l'anatomie sur les ménisques? Oui, ça c'est important. Hein. L'axe du membre inférieur, on l'a évoqué un petit peu, il a forcément une influence sur les lésions, le taux de lésion méniscale. Quelqu'un qui a un gros varus aura plus de risques que de développer une lésion du ménisque interne que quelqu'un qui est en valgus. Et inversement, le valgus est un risque de lésion méniscale externe. Donc ça influence beaucoup les choses. Mais bon, on sait bien qu'il y a peu finalement de gens qui sont vraiment normaux accès, hein, donc c'est comme ça. Et la répartition des contraintes sur
sur les ménisques est donc différente. Par exemple, sur un varus, on a quasiment les 3/4 du poids du corps en charge qui sont sur le compartiment interne du genou. Donc, ça va surtout aussi avoir une influence lorsqu'il y a une ménisectomie qui ne peut pas être évitée. Le ménisque est donc un petit peu, il y a un défect méniscal et donc on sait que le cartilage du compartiment interne aura plus de contraintes suite à cette ménisectomie. Et donc ça, il faut en tenir compte déjà dans le choix thérapeutique, hein, tenter de réparer au maximum, éviter les ménisectomies larges chez quelqu'un qui a un varus important. On peut aussi mettre en place, et moi j'utilise beaucoup ça personnellement, même si il n'y a pas non plus de preuves scientifiques fortes, hein, l'utilisation de semelles orthopédiques pour corriger un varus excessif ou un valgus excessif. Donc, mieux répartir les contraintes dans l'articulation et notamment chez un coureur aussi. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui a un gros varus, qui développe une lésion du ménisque interne qui est opérée ou pas, hein, puisque la lésion méniscale va aussi créer une augmentation des contraintes sur le cartilage. Eh bien, il faut essayer de contrôler ce varus. Et c'est pour ça un petit peu que j'évoquais tout à l'heure aussi la nécessité parfois de corriger chirurgicalement l'axe qui serait excessivement en varus ou en valgus, notamment lorsqu'il y a des lésions cartilage importantes associées. Ou bien sûr, ça on le fait souvent en cas d'arthrose, hein, les ostéotomies tibiales, de valgisation ou les ostéotomies de varisation. Voilà. Il y a également pour le varus, ce qui est important, c'est le moment varisant également. Lorsque à la marche, on sait bien qu'il y a le genou va partir un petit peu plus en varus, il va décoapter en externe. Et donc, tout ça participe à une hypercontrainte articulaire. D'accord, ok. Et si on prend un cas général, donc on va dire de suture ou de ménisectomie, quelles vont être les indications et contre-indications du travail de renforcement, donc en chaîne cinétique ouverte, en chaîne cinétique fermée, par rapport aux forces de compression, aux forces de cisaillement? Alors, les contre-indications, ça va être, donc, je redis, hein, c'est au choix du chirurgien dans son protocole de confirmer ça, bien sûr, mais on peut quand même dégager des notions générales, c'est-à-dire que toute lésion instable de type radiaire ou anse de saut, eh bien, la majorité des chirurgiens vont diminuer l'appui post-opératoire pendant plusieurs semaines, classiquement un mois, justement pour éviter l'expulsion du ménisque et l'échec de la suture. Et on va aussi limiter la flexion. Donc, déjà, dans le protocole de rééducation, c'est à prendre en compte. Et en chaîne fermée, hein, il faudra donc éviter toute charge et poids du corps dans les premières semaines. Donc, ça, c'est à prendre en compte pour le protocole de rééducation. Je dirais qu'en chaîne ouverte, il n'y a pas vraiment de contre-indication en soi. Dans la littérature non plus, il y a très peu de preuves là-dessus. On va dire qu'il faut limiter les exercices en flexion forcée, hein. Et il va falloir prendre en compte aussi, bien sûr, la fémoro-patellaire pour éviter les douleurs fémoro-patellaires qui peuvent arriver aussi après ce type de chirurgie-là, hein, même si c'est moins fréquent que dans les chirurgies du ligament croisé antérieur. Dans les forces de cisaillement, il n'y a pas de réelle contre-indication. Je pense qu'il y a peu de risques en cisaillement. Et en tout cas, il n'y a pas de choses prouvées vis-à-vis de ça. D'accord. Ok. Et donc là, je vais partir maintenant sur notre question sur les taux de récidive, en fait, en comparant les deux ménisques. Est-ce que, donc après une intervention chirurgicale et après, une fois la rééducation effectuée, est-ce qu'on a des risques de nouvelles lésions du ménisque qui sont plus importants quand on a eu une opération du ménisque latéral ou médial? Alors, déjà, pour les réparations méniscales, on va dire que le ménisque externe, les taux de cicatrisation sont meilleurs parce que c'est un ménisque qui est mieux vascularisé que le ménisque interne. Après, il faut différencier si cette lésion va intervenir sur un genou avec un LCA intact ou pas. Dans le cadre du genou avec LCA intact, le taux de cicatrisation dans la littérature va être entre 70 et 80%. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même 20% des patients qui vont présenter un taux de cicatrisation au moins partiel ou une mauvaise cicatrisation. Alors, heureusement, on ne va pas reprendre 20% des patients, hein, puisque lorsqu'il y a une cicatrisation partielle de la lésion,
eh bien, ça peut suffire et ça peut être stable suffisamment pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite. Mais si on fait des arthroscanners systématiques après suture méniscale, c'est ce qu'on va retrouver. Il y a des études qui l'ont fait. Hein. Il ne faut pas le faire en pratique courante, mais on ne va pas vérifier toutes nos sutures avec arthroscanner, mais dans les études, c'est ce qu'on retrouve. Lorsque le croisé antérieur est réparé, les taux de cicatrisation sont supérieurs à 90%. Alors, ça peut être expliqué par différents facteurs. Déjà, c'est le traumatisme aigu qui fait que la lésion méniscale cicatrise mieux. Hein, par rapport au traumatisme chronique, hein, la dégénérescence du ménisque, là, ça cicatrise très mal. Et on peut aussi imaginer qu'il y a des facteurs de croissance qui sont relargués dans le genou après une rupture ligamentaire et aussi lors de la reconstruction du ligament. Et tout ça va augmenter les chances de cicatrisation. Donc déjà, c'est pour ça aussi qu'il faut pousser au maximum les réparations méniscales lorsque le ligament croisé antérieur est réparé. Voilà. Donc, meilleur taux de cicatrisation pour le ménisque externe que pour le ménisque interne et meilleur taux de cicatrisation lorsque le ligament croisé antérieur est reconstruit. Ensuite, ça dépend beaucoup de la zone du ménisque touchée. C'est sûr que les lésions en zone rouge ont un fort potentiel de cicatrisation. Il faut les aviver, il faut bien les stabiliser et là, le taux va être très bon. Plus on se dirige vers la zone blanche, le bord libre du ménisque, moins les chances de cicatrisation seront bonnes. Il y a aussi l'âge du patient. Un adolescent va bien mieux cicatriser qu'un patient qui a déjà plus de 20 ans, 30 ans. Et voilà, avec l'âge, les chances de cicatrisation diminuent. Néanmoins, l'âge ne doit pas être une contre-indication à une réparation d'une lésion réparable. Donc, c'est un peu on raisonne un petit peu comme le ligament croisé antérieur. À l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment d'âge de barrière fixée pour le réparer. Ce n'est pas un facteur très important. Ensuite, il y a le risque d'arthrose. Donc, là, on a des notions importantes qui ont été notamment publiées par la Société française d'arthroscopie. Sur un ménisque interne opéré avec ménisectomie, le risque d'arthrose 10 ans après va être d'environ 22%. Lorsque c'est le ménisque externe, le risque d'arthrose en cas de ménisectomie 10 ans après, c'est proche de 38%. Donc déjà, vous voyez, c'est le double du ménisque interne. Et à 20 ans, on a des taux proches de 60%. Donc, en cas de ménisectomie pour le ménisque externe. Donc, vraiment très important de prendre ça en considération pour le choix de la réparation méniscale. D'accord, ok. Et je fais ce parallèle rapide avec le ligament croisé antérieur. On sait qu'avec le croisé antérieur, on a des risques de récidive contralatérale aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est applicable au ménisque ou pas du tout? C'est vrai que pour le croisé antérieur, on peut évoquer à peu près 20% des patients qui vont avoir un risque qui vont présenter une rupture contralatérale. Donc, ce qui est important. Le ménisque, on peut dire que oui, il y a un risque augmenté déjà du fait du morphotype, du fait du sport pratiqué, qui est un facteur de risque. Hein, c'est ce qu'on retrouve aussi pour le croisé antérieur. J'ai pas de pourcentage précis à te donner, hein, mais oui, il y a un taux de bilatéralité qui peut être proche de 15-20% suivant certaines sources, du fait de facteurs d'axe du genou et de pratique sportive. Ok, très bien. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez peut-être des projets à nous parler avec la Lyon School of Surgery ou avec des conférences qui arrivent peut-être à présenter à notre communauté? Me concernant, donc je suis membre de la SFAG. Il y a les journées de printemps à Villefranche-sur-Mer qui ont lieu en mars. Alors, ça concerne plus la chirurgie prothétique et dégénérative, mais voilà, ça, vous pouvez retrouver les informations sur Internet. Il y a l'ESCA également qui va avoir lieu au printemps. Donc, ça sera à Paris. L'ESCA, c'est la Société européenne de chirurgie du genou arthroscopique et qui parle aussi beaucoup des autres articulations, hein, puisqu'il y a différentes branches dans l'ESCA. Donc, ça, c'est un congrès très important. À Lyon, plus spécifiquement, on a les Journées lyonnaises du genou qui auront lieu en septembre, donc du 22 au 24 septembre cette année, sur la patella, donc la rotule, et la fémoro-patellaire. Alors, il y a un programme
vraiment assez large qui va pouvoir concerner les kinésithérapeutes, les médecins du sport, puisqu'il y a une grosse première partie sur les douleurs fémoro-patellaires, le syndrome douloureux rotulien, la patella douloureuse du sportif, la patella instable, hein, donc toutes les instabilités fémoro-patellaires et le traitement. Et puis, il y a une deuxième partie qui intéresse tout le monde aussi, mais qui peut intéresser plus les rhumatologues et qui va toucher tout le cartilage de la rotule, la prothèse fémoro-patellaire et une dernière partie sur la prothèse totale de genou. Voilà, donc l'idée, c'est d'aborder la rotule sous tous ses angles et tout le monde est convié à ce congrès. Donc, le 22-24 septembre. Et ben, on avertira tout le monde. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. C'était vraiment très clair et ça va éclairer beaucoup de monde, je pense, nous les premiers, sur le ménisque. Donc merci beaucoup de nous avoir accordé ça. Merci. Merci Nathan, merci Antoine. À bientôt.